Okay. The signal went from Bern. Alors, le signal est allé de Berne à Jérusalem et à nouveau en Suisse. Ça a pris un peu de temps. On s'en excuse. Shalom, dear Holocaust survivors. Shalom, chers survivants de l'Holocauste, vos excellences, chers mécènes, mesdames et messieurs, bonsoir et guten Abend. Merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Nous tenons à remercier tout particulièrement tous ceux qui ont contribué à cet événement. Je m'appelle Ariel Rosenstein, je suis ambassadeur adjoint d'Israël en Suisse. Je suis honorée de vous accueillir à cette cérémonie de commémoration à l'occasion de la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste 2021. Dans le programme de commémoration de cette année, nous rendons un hommage particulier aux survivants suisses de l'Holocauste. Je voudrais vous inviter à vous lever. Alors que nous observons une minute de silence pour honorer la mémoire des victimes de la Shoah. Merci. Nous commençons par une prière en mémoire des victimes de la Shoah, El Malech Ramim, lue par le rabbin Michael Cohn de la communauté juive de Berne. מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות 6 מיליוני היהודים מחללי השואה באירופה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, שנטבעו, שנחנקו, ושנספו על קידוש השם. באושוויץ, ברגן בלזן, מיידנק טרבלינקה, ובשאר מחנות ההשמדה. בעבור שכל הקהל מתפלל לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהיה מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. Thank you. Merci, Rabbin Cohn. Le premier intervenant ce soir sera l'ambassadeur de l'État d'Israël, son Excellence, Monsieur Jacob Keidar.
Chers survivants de l'Holocauste, cher Monsieur Ebi, président du Conseil national, cher Dr Levin, président de la Fédération suisse des communautés israélites, cher Rabbin Cohn, chers membres du corps diplomatique, chers fonctionnaires du gouvernement suisse, chers représentants des communautés israélites, chers mécènes, mesdames et messieurs, je suis très honoré de prendre la parole. Étant moi-même un fils de survivant de l'Holocauste, je suis honoré de prendre la parole en présence de survivants de l'Holocauste en ligne et de leurs familles et d'écouter plus tard le témoignage du professeur Loeb. Nous sommes à distance physiquement, mais nous sommes ensemble en esprit. Chers amis, la journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste marque le jour en 1945 où l'Armée rouge a libéré Auschwitz-Birkenau. Elle commémore la Shoah qui a entraîné le meurtre de 6 millions de Juifs. Plusieurs millions de personnes ont été victimes des nazis, mais les seules personnes que les nazis et leurs collaborateurs ont ciblées pour un anéantissement total sont les Juifs. L'essence de cette journée de commémoration est d'honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste, d'éduquer sur l'histoire de l'Holocauste et de prévenir de futurs actes de génocide. Aujourd'hui, nous honorons et nous souvenons des survivants suisses de l'Holocauste, ceux qui sont avec nous et qui ne le sont plus. Je voudrais citer l'ambassadeur suisse Benno Battig lorsqu'il présidait l'IHRA il y a 3 ans. Nous avons besoin d'une éducation sur l'Holocauste pour connaître la vérité, pour apprendre à établir les faits et à traquer la falsification, pour lutter contre la négation de l'Holocauste, mais aussi contre la déformation de l'Holocauste. Fin de citation. Lorsqu'il s'agit de lutter contre la négation et la déformation de l'Holocauste, de combattre l'antisémitisme, d'aider les survivants de l'Holocauste et d'éduquer les générations futures, Israël, son gouvernement et ses organisations s'engagent à poursuivre nos efforts inlassables. À cet égard, nous devons mentionner le travail important que la Fédération suisse des communautés israélites ainsi que les diverses organisations, dont par exemple la GRA, la CICAD et l'Union suisse des communautés d'entraide juives, accomplissent dans toute la Suisse. Je voudrais souligner 2 exemples d'efforts de sensibilisation de la jeune génération. Les mémoires des survivants de l'Holocauste éditées par le professeur Ivan Levkovitch et financées par le département fédéral des affaires étrangères, ainsi que l'exposition Les derniers survivants suisses de l'Holocauste initiée par Anita Winter et la fondation Gamaral. Certaines parties de cette exposition ont été récemment intégrées par le Musée national de Zurich. Pour la première fois, des témoignages de survivants suisses de l'Holocauste ont été ajoutés à l'exposition permanente. Nous ne pouvons pas parler du thème choisi pour cet événement sans mentionner les 49 justes suisses parmi les nations honorées par Yad Vashem. Chacun d'entre eux a sauvé tant de personnes et mérite notre reconnaissance éternelle. Par exemple, le consul suisse à Budapest, Karl Lutz, et Paul Gruninger, le commandant de la police suisse. En l'honneur des survivants suisses de l'Holocauste, en mémoire de toutes les victimes de l'Holocauste, unissons-nous pour faire de notre monde un endroit meilleur, où les gens se respectent, se tendent une main secourable en cas de besoin et vivent en paix. Je vous souhaite de rester en bonne santé et en sécurité. Merci. Thank you, Ambassador Kedar. Merci, monsieur l'ambassadeur Kedar. J'invite la chargée d'affaires des États-Unis d'Amérique, Madame Eva Weigold-Schultz. Merci, Président Abi, Président Levin, Excellences, Mesdames et Messieurs. Chaque année, nous nous réunissons pour nous souvenir des horreurs dévoilées avec la libération d'Auschwitz à cette date 1945. Chaque année, nous honorons les victimes et les survivants et les justes parmi les nations. Nous continuons à en parler. Pour moi, c'est un honneur d'être ici présent. On parle de ces atrocités des décennies plus tard car nous devons veiller à ce qu'elles ne se répètent jamais. Au musée mémorial de l'Holocauste à Washington, D.C., on peut lire une citation déchirante d'Elie Wiesel, survivant de l'Holocauste et prix Nobel de la paix, qui dit tout. Je n'oublierai jamais les petits visages des enfants
dont j'ai vu les corps se transformer en guirlandes de fumée sous un ciel bleu silencieux. Fin de citation. Malheureusement, la pandémie mondiale de 2020, les bouleversements raciaux, la violence et l'instabilité persistante dans le monde nous rappellent que nous sommes une communauté mondiale qui doit relever les défis ensemble et protéger pour la sûreté, la sécurité, la protection de tous. Je suis reconnaissante de l'occasion qui m'est donnée d'honorer les survivants qui sont avec nous aujourd'hui. Vous avez vécu une brutalité indescriptible tout en continuant à promouvoir le meilleur de l'humanité. Votre témoignage vivant est un exemple éclatant de la résilience et de dignité humaine. Je veux également honorer l'héritage des survivants de l'Holocauste qui sont décédés l'année dernière. Ils ont partagé leurs expériences et nous ont appris à ne jamais considérer les droits de l'homme comme acquis. Et c'est important de préserver leurs témoignages pour les générations futures. L'héritage de l'Holocauste continue à guider les actions de mon gouvernement aujourd'hui. En juillet, le ministère des Affaires étrangères américain a publié le rapport sur la loi juste, The Just Act Report, qui met en lumière les actions menées par les pays du monde entier pour commémorer l'Holocauste, indemniser les biens confisqués et promouvoir l'éducation sur l'Holocauste. C'est important aussi de savoir le travail qui reste à faire. Et puis en septembre, les États-Unis ont signé une déclaration conjointe historique avec Israël, le Royaume de Bahreïn et les Émirats arabes unis. Les accords d'Abraham ont été la première normalisation publique des relations entre Israël et un pays arabe depuis une génération. Ils ont consacré l'importance de la tolérance et le respect de chaque personne afin de faire de ce monde un endroit où tous peuvent jouir d'une vie de dignité et d'espoir, quelle que soit leur race, leur foi ou leur appartenance ethnique. C'est une occasion aussi de parler à nos enfants et nos citoyens sur les faits de l'Holocauste. C'est une journée de réflexion sur la nécessité de rester vigilant pour protéger la dignité humaine. C'est aussi une journée pour honorer l'héritage de tous les survivants vivants et décédés et pour renouveler notre engagement en faveur de la tolérance et de la paix. Je vous remercie. Merci, Madame Weigold-Schultz. Permettez-nous d'accueillir l'éminent président du Conseil national suisse, Monsieur Andreas Eby. Je vous invite à prendre la parole, Monsieur Eby, président du Conseil national suisse. Cher professeur Loeb, cher docteur Levin, mesdames et messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, mesdames et messieurs, depuis 2005, le 27 janvier, nous commémorons les 6 millions de juifs, les Sinti, les Roms, les Yéniches, les homosexuels, les combattants de la résistance politique et toutes les autres victimes et survivants de l'Holocauste. Nous apprenons que des Suisses également étaient internés dans des camps de concentration et qu'un certain nombre d'entre eux sont morts à la suite des pratiques inhumaines des nazis. Je pense qu'il est important que nous honorions leur mémoire en ce jour et que nous nous souvenions de ce qui ne doit plus jamais arriver. Aujourd'hui, Auschwitz, ce lieu où plus d'1 million de femmes et d'hommes et d'enfants ont perdu la vie, est le symbole des crimes barbares commis par la politique d'extermination des nazis. En ma qualité de président de la Commission des Affaires étrangères, j'ai visité le site commémoratif d'Auschwitz-Birkenau avec une délégation parlementaire en 2013. J'ai écouté les témoignages poignants des victimes. J'ai vu les baraquements de prisonniers oppressants et exigus, les crématoires et les ruines de la chambre à gaz. Les horreurs qui y ont été commises étaient encore palpables et les ombres du passé s'attardaient partout.
lors de la dernière cérémonie de dépôt de couronne, tout à la fin de la visite, j'ai pensé en silence ce que je voudrais maintenant vous dire haut et fort, mesdames et messieurs. Plus jamais ça. Plus jamais une déviation de la norme ne doit être menacée de violence. Plus jamais les gens ne doivent avoir à craindre d'être persécutés en raison de leurs opinions politiques. Plus jamais la foi ou l'appartenance ethnique ne doivent conduire à la privation de droit, à l'expulsion et au meurtre. Oui, les horreurs qui ont pris fin il y a 76 ans aujourd'hui avec la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau ne doivent plus jamais se reproduire. L'effroi provoqué par les crimes inconcevables du régime national-socialiste peut nous plonger dans une mutisme sidérée. Mais nous ne devons pas nous taire. Auschwitz est là pour nous exhorter à garder vivant le souvenir de l'une des heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité et le transmettre de génération en génération. En ce sens, je suis heureuse de l'existence d'événements commémoratifs comme celui d'aujourd'hui qui permettent à des survivants de s'exprimer et de nous raconter leur histoire. Nous devons continuer de parler du tort qui a été commis et garder une grande critique sur ce qui s'est passé. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons comprendre les erreurs du passé et en tirer les enseignements qui s'imposent afin que le présent soit pacifique à l'avenir meilleur. Nous pouvons tous faire quelque chose pour que l'appel « Plus jamais Auschwitz » reste une réalité. Il est important pour moi, en particulier étant mon rôle de président du Conseil national, que nous veillions à notre ton dans le débat politique. Nous avons le droit de ne pas être d'accord et de nous disputer sur des questions, mais l'adversaire politique mérite le respect. Ceux qui attaquent personnellement les adversaires, les font taire ou même les menacent, mettent en danger notre démocratie libérale. Prenons soin de notre culture politique et en nous traitant les uns et les autres avec décence, tolérance et empathie. Défendons des valeurs telles que la liberté, l'état de droit et l'égalité. Luttons contre le racisme, l'antisémitisme et la haine en appelant ensemble plus jamais ça. Merci beaucoup, Monsieur le Conseil national Ebi. Maintenant, j'invite le président de la Fédération suisse des communautés israélites, le Dr Ralph Levin, à monter sur scène. Dr Ralph Levin. Cher Dr Professeur Loeb, Monsieur le Président du Conseil national, Excellences, Kvod Haraf, Messieurs et Mesdames. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que président de la Fédération suisse des communautés israélites. Bien sûr, j'aurais préféré pouvoir le faire dans une salle pleine de monde. Cependant, nous sommes dans une période particulière et difficile. Malheureusement, la population juive n'est pas seulement menacée par le coronavirus, mais le virus que nous connaissons tous depuis bien plus longtemps, appelé antisémitisme, est une menace supplémentaire. En Suisse aussi, nous avons assisté à la montée des théories de conspiration antisémites en rapport avec la pandémie de corona.
qu'il s'agisse de la peste, d'une guerre, d'une crise économique ou d'une pandémie mondiale, pour certaines personnes, les coupables sont toujours évidents. C'est pourquoi il est d'autant plus important que nous soyons toujours conscients de deux choses. Tout d'abord, il faut toujours et partout s'opposer à l'antisémitisme, mais aussi à toute haine envers d'autres minorités. En deuxième lieu, nous ne devons jamais oublier à quoi peuvent mener des propos antisémites. À la discrimination, l'exclusion, l'expulsion et au meurtre. Aujourd'hui, nous allons entendre les témoignages de 3 hommes qui ont vécu cette expérience douloureuse. D'une part, le professeur Dr Ladislaus Loeb s'adressa directement à nous. D'autre part, nous entendrons des enregistrements vidéo d'Edward Kornfeld et de Gabor Hirsch qui sont malheureusement décédés l'année dernière. La FSCI a entretenu une relation étroite avec les deux. Les 3 hommes n'ont jamais cessé de raconter leur histoire, même dans leur vieillesse, dans les classes, lors de conférences et d'événements commémoratifs comme celui-ci. Et ils n'ont pas seulement raconté leur histoire, mais aussi celle de ces personnes qui ne pouvaient plus la raconter elles-mêmes. Ils ont également vaincu les nazis de 3 manières à la fois. Ils ont survécu, ils ont créé des familles et ont ainsi contribué à la continuité de la vie du peuple juif. Et ils n'ont pas laissé s'effacer le souvenir des 6 millions de morts. Comme nous le savons tous, les récits des survivants de l'Holocauste ont été et sont extrêmement importants, sinon la chose la plus importante pour la commémoration. Mais malheureusement, dans un avenir prévisible, il n'y aura plus de personnes qui pourront nous parler de leurs expériences pendant l'Holocauste. Nous devrons donc trouver de nouvelles voies et de nouveaux moyens pour que nous et nos descendants puissions nous souvenir et ainsi contribuer à ce que cela ne se reproduise plus jamais. En Suisse aussi, des réflexions et des initiatives correspondantes sont en cours que nous soutenons vivement. Il est particulièrement important, quoique exigeant, de s'adresser aux jeunes qui sont chaque jour sur les médias sociaux, s'occupant sujets complètement différents et qui ne connaissent même plus les événements tragiques par ouï dire. Donc il faut les atteindre et j'espère que nous y parviendrons avec ce travail de se souvenir. Et on veut surtout aussi atteindre cette jeune génération. Je vous remercie de votre attention. Merci, docteur Levin. J'invite Madame Nikolina Pinko-Berens à monter sur scène. Elle est une chanteuse d'opéra originaire de Zagreb, Croatie, diplômée de l'Académie de musique de Zagreb. À ce jour, elle a donné des récitals en solo en Europe et au-delà. Parmi ses prestations primées, le concours international de chant Bruna Spiller en mars 2011. Elle chantera Shema Israël Yaseh Shalom. Madame Nikolina Pinko-Berens. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema
Thank you, Mrs. Pinko. Merci, Madame Pinko-Berenz. L'Allemagne préside cette année l'IHRA. L'IHRA est l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste qui réunit des gouvernements et des experts pour renforcer et promouvoir l'éducation, la mémoire et la recherche sur l'Holocauste dans le monde entier. J'invite l'ambassadeur d'Allemagne, son Excellence Michael Flücker, sur scène. Chers professeurs Loeb, invités d'honneur, chers survivants de l'Holocauste et leurs familles, cher Monsieur Président du Conseil national EBI, cher Président de la Fédération suisse des communautés israélites, Monsieur Levin, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participantes et participants aux écrans. L'Allemagne a cette année la présidence de l'International Holocaust Remembrance Alliance. À l'initiative de la présidence allemande, les Nations Unies, l'UNESCO et l'IHRA commémorent ensemble pour la première fois la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le directeur général de l'UNESCO, Azulay, et la chancelière allemande Angela Merkel se rejoindront à nous lors d'une cérémonie en ligne en hommage aux victimes des persécutions nazies. Nous pensons à ces meurtres inimaginables et cruels de millions de personnes, juifs, sinti et roms, personnes handicapées et dissidents politiques par les nazis. Les survivants de l'Holocauste ont un rôle central à jouer dans le souvenir des terribles événements. Depuis de nombreuses années, ils mènent une campagne inlassable contre l'oubli. Cependant, les témoins contemporains, comme M. Levin a dit, qui ont dû endurer de si terribles souffrances, vieillissent et nous constatons avec tristesse que la génération des survivants s'éteint lentement. C'est pourquoi nous avons choisi pour notre événement d'aujourd'hui à Berne le thème « Se souvenir des survivants suisses de l'Holocauste ». Nous ne pouvons apprendre de l'histoire que si nous en chérissons la mémoire. Sans témoins contemporains, il devient de plus en plus difficile de garder les souvenirs vivants dans les générations futures. Mais cela fonctionne aussi dans l'autre sens, comme le montre l'exemple. Il y a plus de 15 ans, un étudiant israélien est venu me voir pour son projet de recherche à Londres, où j'étais alors attachée de presse. Il voulait savoir comment moi, en tant que personne née après l'Holocauste, je l'avais vécu et ce que j'en savais. Ce faisant, il a également déclenché en moi un processus de autoréflexion. Nous devons aujourd'hui déclencher cette autoréflexion chez les jeunes générations. À mon avis, c'est la seule façon de préserver la mémoire. Le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré « L'avenir a besoin de mémoire ». Pour nous, une responsabilité particulière découle de la terrible histoire de l'Allemagne sous les national-socialistes. Le nom de l'Allemagne sera jamais associé à l'Holocauste. C'est à la fois une responsabilité et un rappel pour nous de nous exprimer chaque jour contre la discrimination des personnes sur la base de leur religion ou d'autres caractéristiques et contre les crimes de l'humanité. Pour l'Allemagne et la politique étrangère allemande d'aujourd'hui, les terribles événements qui se sont produits sous le régime national-socialiste constituent une motivation importante, sinon la plus importante, pour s'élever contre le fascisme et les dictatures et pour défendre la démocratie, les droits de l'homme et la paix dans le monde. L'Allemagne s'engage donc pour un monde qui se souvient de l'Holocauste et pour un monde sans génocide. Pendant la présidence de l'IHRA que l'Allemagne exerce depuis mars 2020 et jusqu'à février 2021, nous nous engageons particulièrement à lutter contre les relativisations et les distorsions de l'Holocauste. Dans le cadre de notre présidence de l'IHRA, nous encourageons un large éventail de projets qui contribuent à la lutte contre l'antisémitisme et l'antiziganisme et la commémoration des victimes de l'Holocauste. Nous sommes profondément préoccupés par les terribles actes d'antisémitisme et le regain de l'extrémisme de droite également en Allemagne. Nous sommes à un moment critique
Le nombre d'attaques antisémites a augmenté depuis 2018. Non seulement nous subissons des attaques, mais nous devons également reconnaître que les médias sociaux sont de plus en plus utilisés pour diffuser des discours de haine antisémite. Cela pose de nouveaux défis à la société. Il reste notre responsabilité à nous tous qu'un tel génocide ne se répète jamais. Nous honorons, mesdames et messieurs, la vie et le travail des survivants de l'Holocauste aujourd'hui. Nous nous inclinons devant les défunts et nous nous souvenons tout particulièrement des survivants suisses de l'Holocauste, Gabor Hirsch et Eduard Kornfeld, récemment décédés. Je suis extrêmement heureux que notre invité d'honneur, le professeur Ladislaus Loeb, ait accepté notre invitation, qu'il nous fasse part de ses souvenirs. Ladislaus Loeb a survécu le camp de concentration Bergen-Belsen. Il a fui par sa fuite qu'il a mené à Budapest et au camp de concentration, après à Suisse. Il a étudié dans les années 50 à Zurich l'allemand et l'anglais, et puis il a écrit un livre, Affaire avec le diable. Rege Kastner Daring Rescue Mission en anglais, et aujourd'hui il travaille dans la fondation Gamaral pour se souvenir de l'Holocauste, et ensemble avec cette fondation ils ont créé le site web kastnersurvivors.org. Ici, je voudrais aussi remercier la présidente de la Gamaral, Fondation Gamaral, Madame Winter, pour son engagement et la collaboration. Cher professeur Loeb, nous vous sommes profondément reconnaissants d'avoir partagé votre expérience avec nous aujourd'hui et d'avoir contribué par votre témoignage à ce que le crime de l'Holocauste ne se répète jamais. Je donne la parole à Monsieur Ladislaus Loeb. Thank you, Ambassador Pfluger. Merci, Monsieur l'ambassadeur Flücker. Comme présenté par l'ambassadeur Flücker, veuillez vous joindre à nous pour regarder et écouter le témoignage de vidéo de professeur Ladislaus Loeb. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour vos paroles chaleureuses. Mesdames et messieurs, je suis très heureux que vous vous intéressiez à cet événement, car c'est un très grand honneur pour moi de pouvoir vous raconter ici mon expérience d'enfant de 11 ans dans un camp de concentration. Je suis née en 1933 en Transylvanie, qui à l'époque appartenait à la Roumanie, mais qui est passé à la Hongrie en 1940. Mon père était un homme d'affaires. Ma mère avait la tuberculose et est morte quand j'avais environ 9 ans. La Hongrie était le pays le plus antisémite d'Europe. Il y avait des lois anti-juives très méchantes. Et ces lois rendaient la vie très difficile aux Juifs. Mais en fait, ce n'était rien comparé à ce qui est arrivé peu après. En mars 1944, les troupes d'Hitler ont marché sur la Hongrie. Avec eux est arrivé Adolf Eichmann et tout était fini pour la jeunesse hongroise. Nous n'étions pratiquement plus autorisés à quitter la maison. Quand nous étions dehors, nous devions porter l'étoile jaune. Et on nous a bientôt emmenés dans le ghetto. Le ghetto était une briqueterie désaffectée. Nous avons dû attendre des camions sur la route qui nous ont ensuite conduits au ghetto. Après que nous ayons été encerclés par des gendarmes vraiment brutaux. Une fois arrivés au ghetto,
Là, vous avez dû oublier tout ce que vous aviez connu dans la vie normale. C'était terrible. Du ghetto, nous avons été expédiés dans des trains de marchandises vers l'Europe de l'Est, vers Auschwitz. Quand je dis nous, c'était toute ma famille, mes oncles, mes tantes, ma grand-mère, mon grand-père, etc. À une exception près, à savoir mon père et moi, j'y reviendrai. Mais quand les autres sont arrivés à Auschwitz, et je le sais parce que nous l'avons entendu des survivants après la guerre, il y a eu une scène, comment dire, pas une anecdote, non, une scène très triste en fait. Lorsque les Juifs arrivaient à Auschwitz, ils devaient toujours passer devant un médecin SS qui lui envoyait d'un côté ceux qui lui semblaient trop vieux, voire trop malades ou trop faibles pour travailler, et de l'autre côté, il envoyait ceux qui lui semblaient aptes à travailler. Et cela incluait ma petite tante. Ma petite tante était la jeune sœur de ma mère qui, elle, s'était occupée de moi pendant la maladie de ma mère. Ses parents ont donc été envoyés d'un côté par le médecin SS et elle de l'autre. Elle a alors demandé au médecin de l'autoriser à aller avec ses parents. Il a dit tout à fait indifféremment « oui », et ma petite tante est allée chez ses parents qui étaient en route pour l'endroit où le médecin les avait envoyés. Ils ont disparu dans un bâtiment. Il s'avère que ce bâtiment était une chambre à gaz. Et c'est là que ma petite tante a péri. Mon père et moi, comme je l'ai dit, n'étions plus là, car nous avions déjà fui le ghetto. Mon père avait réussi, grâce à la falsification d'un document et à son esprit vif, à nous faire sortir du ghetto. Nous avons pris un train en direction de la capitale Budapest, car les déportations avaient commencé en province, alors qu'à Budapest, la vie des Juifs était encore relativement supportable. Mon père était intelligent. Il avait trouvé l'adresse d'un médecin chrétien qui nous a permis de séjourner dans sa clinique. Mais malheureusement, il a dû nous renvoyer à nouveau après quelques jours car trop de détectives frappaient à sa porte à la recherche de Juifs. Alors nous étions dans la rue. La deuxième possibilité aurait été un groupe d'étudiants que mon père connaissait qui nous aurait permis de nous réfugier dans une cachette dans un bâtiment de l'université. Mais mon père a alors eu l'intuition qu'il n'aimait pas ça, et il a dit non. Et après la guerre, nous avons découvert qu'une bombe avait frappé ce bâtiment où se cachaient les étudiants et que tout le monde était mort. Il n'y avait alors que la troisième possibilité, notamment celle de Rudolf Regge-Katzner. Regge-Katzner était un leader sioniste, également originaire de Transylvanie, donc comme moi.
Et il a organisé un groupe de juifs relativement jeunes, entre 30 et 40 ans, qui ont essayé de sauver d'autres juifs. Mon père en a eu vent et a ensuite persuadé l'un des chefs du groupe de nous laisser les rejoindre. Le plan était qu'un groupe d'environ 1700 juifs de toutes les classes sociales serait libéré en Palestine et ceci contre une rançon de $1000 par tête. Mon père et moi avons donc rejoint ce groupe. Nous y avons été acceptés et nous sommes donc partis d'une gare de fret à Budapest le 30 juin 1944, pensant que nous allions en Palestine. Mais bientôt, le train s'est arrêté et on y est resté 3 jours dans un pré. Il y avait des rumeurs selon lesquelles nous n'allions pas en Palestine, ce qui était vrai. Mais ce qui n'était pas vrai, ils ont dit que nous allions à Auschwitz. Il y a après eu des paniques. Mais après 9 jours, le 9 juillet 1944, nous sommes arrivés en Allemagne du Nord, dans la Lüneburger Heide, sur un trottoir en béton où il n'y avait rien d'autre là. On y est arrivé et là, des soldats SS brutaux avec des chiens de berger allemands nous attendaient et ils nous ont conduits avec des malédictions à environ 7 kilomètres de là. Et puis, soudain, nous étions devant un camp de concentration et je ne dois plus vous le décrire. C'était Bergen-Belsen. Bergen-Belsen n'était pas un camp d'extermination, mais c'était notoirement l'un des pires camps de concentration d'Allemagne, car il a été construit à l'origine pour 5000 prisonniers. Mais peu à peu, alors que la guerre se déroulait mal pour les Allemands, 50 000 Juifs y ont été enfermés dans les derniers mois de la guerre, sans nourriture quelconque, sans eau, sans hygiène, sans rien. Ils y ont été détenus par les Allemands sans but et ils y sont morts, environ 50 000 dans les derniers mois de la guerre. Mais comme je l'ai dit, mon père et moi, nous n'y étions plus. Nous n'y étions plus parce que l'accord de Kastner avec Eichmann a mûri au point que nous sommes partis et avons fini au lac de Constance. Le lac de Constance est et était aussi à l'époque la frontière entre l'Allemagne et la Suisse. Nous y étions donc. L'Allemagne s'assombrit tandis que la Suisse s'illumine. Vous voyez, les Suisses avaient eu l'idée d'éclairer leur pays pour que les avions alliés ne fassent pas autant d'erreurs et pour qu'ils ne lâchent pas de bombes sur la Suisse au lieu de l'Allemagne. Nous étions donc là, en Suisse. À Lustenau, nous avons dû passer d'un train allemand qui était froid, sombre, délabré, à un train en Suisse qui nous a emmenés à Sankt Margarethen. Depuis Sankt Margarethen, nous avons été escortés à Saint-Gall,
dans une salle de gym chaude et bien éclairée. Il y avait là des matelas mous et au milieu de la nuit, on nous a encore donné un petit déjeuner. Nous avons été sauvés. De Saint-Gall, on nous a fait traverser la Suisse jusqu'à Caux, un village situé à 1000 mètres au-dessus du lac Léman. Il y avait autrefois l'hôtel le plus beau et le plus cher, l'Esplanade. C'est là que la plupart de notre groupe a été reçu et accueilli en tant que réfugiés. Puis le groupe s'est progressivement dissous. La moitié d'entre eux sont allés en Palestine, les moitiés étaient envoyés de jeunes Aliyah, où les enfants étaient préparés à la vie dans un kibbutz en Palestine. Cependant, cela aurait signifié que mon père et moi aurions été séparés après tout ce que nous avions vécu ensemble. Aucun de nous ne pouvait le supporter. Mon père a alors réussi à nous faire sortir de cette maison. J'étais envoyée dans une école qui porte un nom français, mais c'était une école allemande, l'école d'humanité dans l'Oberland bernois, une école dite anti-autoritaire où j'ai passé 2 ans de mon enfance. Au cours de ces 2 années, j'ai progressivement perdu mes craintes et je suis redevenue un être humain. Malheureusement, mon père a découvert que je n'y apprenais pas assez. Il m'a donc sorti de cette école où j'étais très heureux. Il a réussi, avec le soutien des Juifs, à me faire venir à Zurich, à l'école cantonale. Là, j'étais assez malheureux au début. Mais peu à peu, je me suis acclimatée et j'ai eu des amis suisses allemands. Plus tard, j'ai fait ma maturité et après des années de désintérêt absolu pour les choses juives, j'ai progressivement repris contact avec le judaïsme. Ensuite, je suis allée en Angleterre pour une année où j'ai obtenu un emploi de professeur d'allemand. Eh bien, de cette une année, elle s'est transformée en plus de 50 ans. Je suis restée en Angleterre, je me suis mariée, j'ai eu 2 filles, j'ai été promue professeur, etc. Jusqu'à ma retraite, où là, en fait, j'ai décidé de ne pas rester en Angleterre après tout. Brexit y est pour quelque chose. En tout cas, je suis ensuite rentrée à Zurich avec ma femme, c'était en avril 2017. Je me suis sentie à nouveau chez moi à Zurich. De retour à Zurich, j'ai eu la grande chance de rencontrer Anita Winter. Elle ne m'a pas seulement accueillie pour ma 2e vie à Zurich, avec toute la gentillesse nécessaire, mais j'ai aussi eu le plaisir de voir qu'elle était, tout comme moi, profondément convaincue que l'Holocauste ne doit jamais se répéter. Pour qu'il ne se répète pas, il faut le rappeler. Il nous appartient donc, si possible, de travailler ensemble pour que l'Holocauste ne soit jamais oublié et de trouver activement des moyens de lutter efficacement contre le racisme et le génocide.
Si vous voulez en savoir plus sur ma vie, il y a ce livre que j'ai écrit qui raconte mon histoire. Il s'appelle « Faire des affaires avec le diable ». Il est sorti il y a 10 ans, mais je pense qu'il est toujours pertinent. Il existe également un site web où vous pouvez en apprendre davantage. Mais pour l'instant, je vais arrêter de parler de moi et je voudrais vous remercier de votre intérêt et de votre aimable écoute. Au revoir. Merci, professeur Le, pour votre témoignage émouvant. Nous allons maintenant conclure la cérémonie de commémoration par une prière en souvenir des victimes de l'Holocauste, Kaddish, lue par le rabbin Cohn. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברי חירותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי די קודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Merci, rabbin Cohn. Merci à tous pour votre participation. Nous vous demandons pardon pour les problèmes techniques. On a eu une interprétation en allemand, en français, en anglais et on va partager cette cérémonie dans toutes ces langues dès que possible. Nous vous demandons de rester avec nous quelques minutes de plus pour regarder un court-métrage créé par la Fondation Gamaral. Ce segment du documentaire offre des témoignages partiels de 2 survivants suisses de l'Holocauste, M. Gabor Hirsch et M. Edouard Kornfeld, tous deux décédés en 2020. Que leur mémoire soit bénie. Toda et Shalom. En 2020, 11 survivants de l'Holocauste vivant en Suisse sont décédés. Aujourd'hui, nous rendons hommage à 2 d'entre eux. Que leurs souvenirs restent à jamais gravés dans nos mémoires. Je pense que la seule chose que je peux vous transmettre est la suivante. Vous devez être attentif et voir à quoi le racisme peut mener. Lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, nous constatons que les gens n'ont pas beaucoup appris du passé. Fondation Gamaral. Demain, il pourrait être trop tard. Edouard Kornfeld, Gabor Hirsch. 75% ont été gazés immédiatement. Je faisais partie des 25%. Et puis, il y a eu Mengele, vous voyez, immédiatement.
Ma mère a été emmenée à Auschwitz avec moi. Nous avons alors été séparés. Plus tard, je l'ai encore vue 2 fois. Une fois, nous avons dû faire un travail. C'était le même travail et nous étions en train de couper des briques d'herbe derrière le camp des femmes. À cette occasion, j'ai vu ma mère. La première fois, je pense, c'était en juillet et la deuxième fois, c'était probablement en août. La deuxième fois, j'ai su qu'il s'agirait probablement de ce travail et j'ai réussi à organiser une portion de pain. J'allais la donner à ma mère. Mais au lieu que je lui donne mon pain, elle m'a donné sa portion de pain. C'est en fait la dernière fois que j'ai vu ma mère. Oui, vous savez, je pouvais à peine reconnaître ma mère. Ses cheveux étaient coupés courts. Elle était émaciée. C'était un spectacle horrible. Je n'aime pas repenser à cette époque, pas du tout. Il voulait me battre, et puis le colonel a dit « Allez, donnons-lui un cadeau de Noël. » Après 5 coups, je ne sentais plus rien, je n'avais aucun sentiment, rien, mais je me suis dit « Je ferais mieux de continuer à hurler pour qu'il ne me frappe pas encore 15 ou 25 fois de plus. » Après, quand ça a été terminé, j'ai éclaté de rire comme un fou. Il n'y a pas de moyen de l'expliquer. Puis vint le premier des SS, le commandant. Il m'a attrapé par le col et m'a jeté sur les morts. Et je suis tombée de la pile des morts. Il m'a dit « Tu restes là-haut, tu seras bientôt prêt, comme eux, de toute façon. » Puis j'ai réalisé, si je fais encore un mouvement, il me tirera dessus. J'étais déjà sur le point d'abandonner. Le 24 janvier, des soldats sont venus. Ils faisaient partie des escadrons de la mort. Leur tâche était de détruire les traces. Ils ont ensuite mis le feu aux entrepôts dits des effets. Ils ont fait sauter le crématorium. Ils nous ont informé que le lendemain, tous les Juifs devraient faire la queue pour être emmenés dans un autre endroit. Un contremaître a dit « Ressaisissez-vous, ce ne sera plus très long. » Je me suis donc ressaisie. Quand vous êtes tombé, vous n'avez plus ressenti de douleur. Il faisait froid, c'était l'hiver. J'ai donc attendu. Et le miracle a été, ils ont appelé des fournitures de Dachau, mais rien n'est venu. Le camp a donc été dissous et j'ai été envoyée à Dachau. Je me suis ensuite cachée sous un matelas dans le camp de l'hôpital. 3 jours plus tard, les Russes sont venus et nous ont libérés. Les mourants rampaient encore sur le sol pour voir la libération. C'est inimaginable, cette libération. Et certains qui en avaient encore la force ont sauté sur les chars et se sont encore fait écraser. C'était incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer cela. Ensuite, les Américains ont fait un discours. Qu'avons-nous obtenu? Haricots et lard. J'avais 15 ans et 1 mois et demi. Je suis venue en Suisse en 1949, au mois d'août. Par l'intermédiaire d'un ami, j'ai obtenu un apprentissage de sertisseur de bijoux. La demande d'apprentissage de sertisseur de bijoux a été déposée, puis j'ai reçu une lettre du docteur Rothmund me disant que je devais quitter la Suisse dans les 3 mois.
Et si M. Rothmund avait signé quelque chose, vous savez, il était responsable du timbre J dans les passeports allemands. Il avait négocié cela avec les Allemands. Donc, si M. Rothmund a signé quelque chose, je savais que personne ne pourrait l'annuler. Puis, je suis allée à Berne, je me suis tournée vers le concierge, j'ai demandé où habite le docteur Rothmund. Docteur Rothmund numéro 133 ou quelque chose de pareil. J'y suis allée, j'ai frappé à la porte, une secrétaire a ouvert. Que voulez-vous? J'aimerais voir le docteur Rothmund. Elle a dit, je ne veux pas vous offenser, mais il n'est pas question d'aller voir monsieur Dr. Rothmund. Il n'y a pas de trafic de passagers ici, c'est impossible, mais si vous avez besoin d'aide, je connais un docteur tel et tel et un autre tel et tel. Mais moi j'ai appris une chose. Il faut aller voir les délinquants de bureau en personne. C'est le seul moyen. Vous voyez ce que je veux dire parce qu'alors ils sont complètement différents. Je n'ai jamais regardé un SS dans les yeux, jamais. Et la patronne à Dachau n'avait jamais entendu une telle chose directement non plus. Là, docteur tel et tel. Parce que si vous regardiez un SS dans les yeux, il dirait « sortez » tout simplement, comprenez-vous? Et si vous ne le faites pas, il vous tirera dessus. Je fixais l'espace vide comme ça. J'ai saisi la situation psychologiquement en Hongrie et partout ailleurs. On a parlé relativement peu du passé. J'ai essayé de le travailler en allant aux archives pour chercher des choses. Il était important pour moi de voir, plus ou moins en noir et blanc, ce qui m'était arrivé. Les cauchemars se sont mélangés. C'est pourquoi je voulais m'assurer de la fiabilité de mes souvenirs. Il y a des gens bien, mais il faut combattre le mal, le remettre en question. Comment un peuple aussi cultivé que les Allemands ont-ils pu suivre un fou sans poser de questions? Des personnes éduquées, c'était un meurtre de masse. 50 millions de personnes ont péri. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas posé des questions. Il faut tout remettre en question. Moi, je remets tout en question. Même avec les médecins, je demande pourquoi de cette façon et pourquoi pas d'une autre. C'est comme ça que j'ai déjà pu éviter des opérations, voyez-vous. Je tiens à souligner qu'il faut tout remettre en question. C'est ce que je dis aux jeunes. Ne soyez pas des suiveurs. Pas d'adeptes qui disent « parce que celui-ci le fait, je le fais aussi. Parce que c'est un nazi, je le suis aussi. » Vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez avoir votre propre opinion. Il est important de ne jamais oublier. Ne jamais se taire, ne jamais être indifférent. Jamais.